en même temps que nous, des millions de Britanniques sont en train de la prendre et le drapeau vient d'être mis en berne, nous le constatons, au-dessus du palais royal de Buckingham. Voilà donc la nouvelle que les Britanniques redoutaient, mais à laquelle ils s'attendaient sans doute, compte tenu des circonstances. Catherine. Oui, vous nous demandiez quelle image on retenait d'elle. Et justement, moi, j'allais vous dire que je retenais cette image d'elle très jeune, quand justement elle est devenue reine, et où elle avait fait un discours qui avait marqué, parce qu'elle avait dit que ma vie soit longue ou courte, je resterai à votre service, le peuple britannique, jusqu'à la fin. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait, puisqu'il y a 2 jours, elle a rencontré la nouvelle première ministre, donc jusqu'au bout, qui était donc sa 15e première ministre, enfin 15e premier ministre. Et donc, effectivement, jusqu'au bout, 48 heures avant sa mort, elle a servi son pays. Donc, elle a tenu promesse et elle a réalisé son rêve. Donc, je trouve qu'entre cette très jeune femme de 25 ans qui s'engageait quand même, qui faisait un serment qui, effectivement, allait engager tout le reste de sa vie, eh bien, elle a tenu sa promesse durant 70 ans. Je trouve que c'est c'est sûrement l'image qu'elle aurait aimé qu'on retienne d'elle, justement. Voilà, nous sommes en direct là, à Buckingham Palace, où sans doute la nouvelle est en train de se répandre. Il n'y a pas grand monde, puisqu'aucun membre de la famille royale ne se trouve là, parmi les Britanniques. Je pense qu'on va très vite avoir la manière dont la BBC a annoncé cette nouvelle. Et aussi, elle avait toujours dit, la reine, qu'elle ne voulait pas abdiquer, parce qu'elle considérait que c'était quasiment une mission divine que d'être monarque. Et donc, elle voulait, jusqu'à son dernier souffle, si c'était possible en fonction de son état de santé, justement, rester sur le trône. Parce que ces dernières années, vu son grand âge, on avait souvent posé la question, mais est-ce qu'elle ne pourrait pas abdiquer pour laisser la place à Charles, voire à William, pour certains pensaient ça. Et en fait, elle avait toujours dit que comme c'était une mission qu'elle considérait comme divine, elle était très croyante, la reine, elle irait jusqu'à son dernier souffle, et c'est effectivement ce qu'elle a fait. Est-ce que vous pensez que on saura ce qui s'est passé, c'est-à-dire dans ces 48 heures, entre le moment où elle recevait la première ministre Elisabeth Truss, et encore une fois, on a vu ces images, et puis eh bien, ce début d'après-midi, ou cette matinée, où brusquement, sans doute, son état de santé s'est dégradé, parce qu'on ne sait rien. On ne sait pas si elle a été victime, encore une fois, d'une attaque cérébrale, on ne sait pas si elle est tombée, on ne sait pas ce qui a pu se passer. Mais même si elle offrait un visage diminué, on a beaucoup dit qu'elle était amaigrie au moment où cette photo a été prise en compagnie d'Elisabeth Truss. La reine conservait la vivacité de son regard. Il y avait presque même de la malice dans son regard. Est-ce que vous pensez qu'on saura ce qui s'est passé? On peut imaginer que lorsque le nouveau roi d'Angleterre, puisqu'il y a dans la monarchie britannique un principe d'instantanéité de la succession, ce n'est pas le sacre, ce n'est pas le couronnement qui fait le souverain, c'est la mort de son prédécesseur. Eh bien, on peut penser que lors de sa première prise de parole, le nouveau roi souhaitera rendre hommage à son prédécesseur, donc à sa mère, et évoquera peut-être les derniers instants de la reine, sachant que lors des festivités qui ont accompagné son 70e anniversaire de règne, Élisabeth II a en quelque sorte tracé une des voies de l'avenir. Il me semble avoir entendu qu'elle avait déclaré qu'elle souhaitait que l'épouse du prince Charles, donc Camilla Parker Bowles, soit reine consort. Dans la monarchie britannique, le statut de princesse consort est un statut particulier qui a été inauguré sous le règne de Victoria. Parce que ce n'était pas automatique pour Camilla Parker Bowles. Ce n'est pas automatique, et Victoria était elle-même très éprise de son mari, le prince Albert, qui l'aidait beaucoup, sur qui elle s'appuyait dans les affaires du gouvernement, et elle avait souhaité le distinguer en lui donnant ce statut de prince consort qu'Élisabeth, à son tour, avait réutilisé pour le prince Philippe. Et en juin dernier, lors des festivités, elle a déclaré qu'elle souhaitait que Camilla soit reine consort. 19h et presque 40 minutes. Si vous nous rejoignez, c'est l'information de la soirée. La reine Elisabeth II est morte à 96 ans, donc c'est le palais royal à Buckingham qui l'annonce. Charles est désormais roi d'Angleterre. Charles règne sur la Grande-Bretagne, sur le Commonwealth, des dizaines de pays, on le rappelait tout à l'heure. À 73 ans, il accède au trône. Catherine Gentil a dû nous quitter. Bonsoir Abnou Chalmani, vous nous avez rejoints. Vous avez suivi, vous aussi, cet après-midi. Vous deviez nous retrouver et nous parler, vous aussi,
des enjeux de ces événements qui étaient en train de se dérouler. Et je le disais, on sentait bien la manière dont tout était indiqué, dont tout était annoncé, la famille royale qui se rend à son chevet, y compris Harry. Plus aucune nouvelle depuis le tout début de l'après-midi, lorsqu'il a été indiqué que son état de santé préoccupait ses médecins. Le fait qu'elle ne soit pas hospitalisée, on sentait ce qui allait arriver. Abnous. Oui, écoutez, qu'à partir du moment où elle n'a pas été hospitalisée et que quelque part on attendait que la famille, que les membres les plus proches de la famille royale, et je pense qu'il y avait eu aussi une négociation à savoir est-ce que les épouses devaient venir, est-ce que si Kate venait, Meghan Markle pouvait être là, il fallait que l'annonce du décès se fasse au moment où la reine était entourée de toute sa famille proche. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a pas eu d'ambulance, où on ne l'a pas amenée à l'hôpital, sentait que c'était la fin et que c'était après une histoire de timing pour que ce soit fait dans les règles de l'art. Alors, dans les règles de l'art, et je vous repose la question, peut-être Guillaume Picon, à vous, quand vous dites Charles prendra la parole, le protocole, on l'a vu tout à l'heure, c'est demain, donc à 18h, c'est cela, à la télévision, une allocution du prince. Moi, j'ai entendu votre collègue dire que la prise de parole, c'était soit en fin de journée à 18h de façon officielle, soit le lendemain matin à 8h. Le lendemain matin, si ce n'était pas là maintenant. On peut s'attendre à un discours prononcé demain matin par le nouveau monarque. Et on peut s'attendre à ce que ce soit à lui que revienne le devoir d'annoncer peut-être dans quelles circonstances ou... Non, pas forcément, rien ne sera dit. Je ne pense pas, très honnêtement. Je reviens, moi, toujours, on parle toujours de la reine, etc. Je reviens sur la famille et les liens personnels. Quand une personne de 96 ans s'éteint comme ça, vous savez, une bougie qui s'éteint, comme ça que ça se passe, eh bien, il n'y a pas besoin d'expliquer les circonstances. Oui, de vieillesse. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille. Voilà, exactement. On n'a pas besoin de dire l'heure, le moment, etc. En 48 heures, à 96 ans, ça peut se dégrader très très vite. Et il y a un moment où il faut partir. Et c'est tout le, pardonnez-moi d'employer ce terme-là, le bonheur que je lui ai souhaité. C'est de partir paisiblement, entouré de sa famille, calmement, et d'avoir eu le bonheur de les voir avant. Parce que ça aussi, c'est quelque chose, elle aurait pu partir sans les voir. Lesquels a-t-elle vu, etc. Mais je pense qu'il faut le voir comme ça. Cette fin, c'est une fin d'une grand-mère, d'une mère qui s'en va à 96 ans. Quel bel âge pour partir à 96 ans, comme elle parle là. Et avec, comme ça a été souligné tout à l'heure, avoir rempli son rôle jusqu'au bout. Avant-hier, le nouveau Premier ministre était présenté, elle était debout, exactement. Elle la recevait. Ouais. Elle a rempli son rôle jusqu'au bout. Voilà. Et elle a rempli ses deux rôles, les fonctions de mère et ses fonctions de reine. Et elle y tenait, elle a juré par 2 fois qu'elle serait toujours la représentante de la monarchie dans son discours au Commonwealth et dans son discours d'accès au trône. Et elle l'a tenu jusqu'au bout. 15 premiers ministres. Et c'est vrai, quand on voit son sourire, quand elle reçoit Liz Truss, elle devait être déjà extrêmement fatiguée. Je trouve qu'il y a dans cette image, cette dernière image officielle de la reine... Oui, montrons-la d'ailleurs. Montrons-la peut-être sur la moitié de l'écran. Cette toute dernière image qui nous restera d'Élisabeth II. Et avec, effectivement, mais vous avez raison, ce sourire... et la malice, d'une certaine manière... À chaque fois, quand elle reçoit ses premiers ministres, il y a toujours, avec Boris Johnson, c'était pareil, genre 15e, quand même, c'est très impressionnant. Elle est là, elle est debout. Elle a une canne, certes, mais elle est debout et elle fait son devoir. Et ce qui sera toujours associé à cette femme remarquable, ça sera en 70 ans de règne, ce sens du devoir qui ne l'a jamais quitté. Et c'est vrai que ça peut être compliqué, et ça va être compliqué pour Charles. Ouais. C'est que l'affection dont est entourée la reine, Charles ne va certainement pas en bénéficier. C'est d'autant plus intéressant, c'est que plus on s'éloigne, j'allais dire, du centre de gravité de la monarchie, qui est au Royaume-Uni, et qu'on va vers les pays du Commonwealth, d'ailleurs au Canada, c'est assez impressionnant, c'est qu'ils sont 2 tiers à adorer la reine, 51% à vouloir la fin de la monarchie après le décès de la reine, et quant à avoir Charles pour roi et comme chef d'État, ils sont 67% à ne pas en vouloir, et Camilla comme reine, 76% à ne pas en vouloir. Comme si plus on s'éloignait de Londres, parce que finalement... Les Britanniques se sont habitués à la figure de Charles. Camilla a fini par paraître sympathique. Je veux dire, il a fini par rentrer dans le quotidien. On n'a pas oublié Diana et les frasques et le fait que ce ne soit pas quelqu'un de très sympathique. Mais quand vous arrivez dans le Commonwealth, c'est là où vous voyez que la figure de la reine est d'une importance mais fondamentale et que Charles est définitivement mal aimé. C'est pour ça que peut-être que l'intelligence pour sauver cette monarchie, même si beaucoup de pays du Commonwealth vont devenir des républiques, ce qui ne les empêchera pas de continuer à être dans le Commonwealth en tant que république. Le prince Charles était à la Barbade quand elle a déclaré
s'est déclarée république en novembre 2021. Elle a participé aux festivités, aux feux d'artifice, mais que ça soit une période de transition et qui passe la main à William, qui rappelle tellement la princesse Diana et qui pourrait être vraiment un renouveau de la monarchie et éviter de la laisser ternir par le mal-aimé Charles. Il a à peine pris... Il est à peine roi que déjà, je vous dis... Il a une montagne devant lui, alors. C'est évident que ça serait plus intéressant, même pour le Commonwealth, pour le monde, d'avoir une figure jeune, nouvelle figure. En plus, il était adoré par la reine, tout ça. Mais ce n'est pas ce qui est prévu. Écoutez Oh, sait-on jamais. Écoutez le communiqué du palais de Buckingham. La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consortent. Et voilà qui sonne à nos oreilles comme une nouvelle façon d'appeler Charles et Camilla Parker Bowles. Le roi et la reine consorts resteront à Balmoral ce soir, retourneront à Londres demain. Vous nous disiez à l'instant que peut-être qu'il aurait à prononcer ce discours, s'adresser aux Britanniques dès demain matin. Mais voilà désormais ce qu'on entendra à Londres, partout, le roi et la reine consorts pour désigner Charles, parce qu'instantanément, Élisabeth II n'est plus, Charles. Alors, on ne sait pas comment il s'appellera. Est-ce qu'il s'appellera Charles III, Charles VII? C'est à lui de choisir, je crois. Alors, Charles III, a priori. Charles III. Il peut choisir de changer de nom. Il n'est pas obligé de conserver son prénom, qui est son prénom de l'état civil. Il a 4 prénoms. Il peut choisir un des 4 prénoms. Ou il peut choisir un autre prénom. Il devrait le dire demain matin. Quel roi il a envie de s'inscrire, c'est aussi ça. Alors, Jean doit filer. Alors, on vous salue. Jean, vous vouliez rajouter un dernier mot? Non, pas du tout. Eh bien, vous vouliez nous dire au revoir. On vous salue. Merci d'avoir été avec nous. Et on va rejoindre Brigitte Hadès. Bonsoir Brigitte Hadès. Vous êtes la rédactrice en chef de la revue Politique Internationale. Vous résidez à Londres. Grande-Bretagne, oui. Voilà. Oui, bonjour, oui. Vous n'êtes pas à Londres en ce moment, mais vous résidez à Londres. Comment les Britanniques appréhendaient cette disparition qui s'annonçait? On a même vu qu'en juin, au moment de son jubilé, la reine n'avait fait que 2 apparitions. Alors peut-être qu'elle apparaissait éternelle, mais enfin, on voyait malgré tout que son état de santé se dégradait assez vite, et c'est bien normal à cet âge. Écoutez, ils sont sûrement absolument consternés. Elle a été tellement aimée. Je pense que les monarchistes sont tout à fait prêts à accepter Charles, parce que même s'il n'est pas très aimé, effectivement, il a besoin. Il n'abdiquera pas. Avec l'exemple de sa mère non plus, je ne vois pas comment il peut abdiquer. Donc on va avoir Charles pendant un certain temps, même si effectivement William aurait été beaucoup plus porteur et beaucoup plus emblématique. Je ne pense pas, moi, que Charles va pas régner. D'ailleurs, le pauvre attend depuis 70 ans, enfin, pas tout à fait, mais en tout cas 50 ans au moins. Mais je pense que les Britanniques, effectivement, il y a beaucoup de Britanniques qui ne sont pas monarchistes quand même, surtout parmi les jeunes. Mais je pense qu'Elisabeth, elle faisait de l'unanimité. Elle était tellement extraordinaire. Je pense qu'encore hier, elle était censée faire un conseil. Elle avait un conseil, le Privy Council, et elle avait dit qu'elle allait le retarder. Elle n'a pas dit qu'elle allait l'annuler. Je ne sais pas si vous imaginez tout ce qu'elle avait comme tâche à faire. Toujours, elle avait des journées remplies. On lui imposait des choses, mais elle les prenait, elle les faisait à son âge. Qui, à 96 ans, a encore autant de choses à faire? Et pour ça qu'elle était extraordinaire. Et je pense que on n'a pas eu encore une monarque de cet âge-là non plus. Donc je pense qu'ils l'ont beaucoup chargée de tâches, surtout après le Brexit, parce qu'il fallait que la monarchie incarne justement la force de la Grande-Bretagne, etc. Donc elle a vraiment été exemplaire. Est-ce que Charles le sera? Il le sera sûrement beaucoup moins emblématique, mais il sera sûrement là. Le Commonwealth est quand même très attaché à la monarchie. Et Madame Truss a l'intention d'utiliser le Commonwealth comme un moyen de renforcer les coopérations économiques, étant donné qu'il y a le Brexit et elle veut quand même créer des accords commerciaux. Donc le Commonwealth va avoir beaucoup d'importance dans la prochaine Grande-Bretagne. Brigitte, qui vient. Vous parliez de cette partie des Britanniques, et c'est vrai qu'elle est assez importante, qui ne se sent pas forcément monarchiste. Mais est-ce que ces Britanniques-là, ce soir, vont penser à la reine et vont d'une certaine manière, être dans une forme de communion avec elle, malgré tout? Ah oui, je pense sincèrement, parce qu'elle incarnait... En plus, elle était très aimée, monarchiste ou non, on ne pouvait pas ne pas l'aimer. Elle faisait un peu mamie gentille, quelque part aussi, à la fin de sa vie.
Elle a toujours été extrêmement souriante, positive. C'était une femme... elle aimait les animaux, elle aimait les chevaux. Alors pour ça, les Anglais adorent ça. Elle avait plein de qualités humaines que je pense transparaissaient dans sa façon d'être dans les dernières années. Parce que quand elle a été... Avant que Diana ne meure, ils avaient un devoir de réserve qui les rendait très statuaires. Comme ça, ils ne pouvaient pas bouger. Ils étaient comme une espèce de... C'était un peu... ils étaient trop stiff, trop coincés. Et à partir du moment où on lui a dit « mais non, vous pouvez être beaucoup plus détendu », elle a sûrement gagné beaucoup de supporters, si j'ose dire. Merci, Brigitte. Parce qu'elle était... Voilà. Merci, merci d'avoir été avec nous. À l'instant, la réaction d'Emmanuel Macron, une amie de la France. Il salue la mémoire d'une amie de la France qui a marqué à jamais son siècle. Il faut toujours s'attacher aux adjectifs utilisés dans les communiqués. Bien sûr, c'est le langage diplomatique. Il faut le décrypter un peu. Mais le chef de l'ONU, par exemple, salue la grâce, la dignité et le dévouement d'Élisabeth II. La grâce, la dignité, le dévouement. Emmanuel Macron, lui, est assez sobre. Hein, une amie de la France qui a marqué son siècle. Ce qui est vrai. C'est assez banal, mais c'est amusant parce que effectivement, si la Grande-Bretagne n'a pas toujours été une amie de la France, fait de nombreux bisbis diplomatiques, par contre, la reine, il y a toujours eu un rapport assez affectueux entre la reine et la France. Elle aime beaucoup ce pays-là. Elle venait souvent, mais juste pour rebondir, la reine n'était pas gentille. Hein. Je pense que cette idée de gentillesse, effectivement, elle était très dure. Elle était extrêmement rigide sur le protocole. Et peut-être c'est ça aussi le secret qu'elle a tenu, c'est ça aussi qu'on respecte chez elle, c'est sa dignité et le fait qu'elle est tenue à sa charge. Mais oui, elle aimait les chiens et les animaux, voire elle les préférait aux êtres humains. Ça, il n'y a aucun doute. Simplement un point sur les mots utilisés par le président Macron. Vous avez raison, tous les mots sont importants. Était une amie de la France, ça vient en opposition à ce que Madame la Première ministre a annoncé il y a quelques jours, dans lequel elle disait « La France est-elle amie ou ennemie ?» Elle s'interrogeait, elle répondait, c'est Abnouz qui nous en parle. Donc, le jury est en train de délibérer. Exactement. Sous-entendu, ça n'a rien d'évident. Exactement. Donc, les mots ont effectivement leur importance. Les mots ont effectivement leur importance. Regardez je ne sais pas s'il faut parler de simplicité de ce protocole, c'est-à-dire qui est affiché à Buckingham devant les personnes qui se sont retrouvées là. Est affiché ce simple mot qui redonne le communiqué du Palais Royal. La reine s'est éteinte paisiblement à Balmoral, dans son château de Balmoral en Écosse, et qui reprend les mots qu'il faudra employer désormais. Le roi et la reine consort restent cette nuit dans ce château de Balmoral et reviendront demain à Londres. Oui, Guillaume. Tout à l'heure, vous évoquiez la ténacité de la reine qui avait proclamé à plusieurs reprises qu'il était hors de question pour elle d'abdiquer. Je pense qu'il est intéressant de rappeler que cette volonté, elle s'enracine dans un drame familial. Ce drame familial, c'est que son oncle, le roi Édouard VIII, lui, a préféré abdiquer pour pouvoir épouser la femme qu'il aimait. Et ça, parce que cette femme était une Américaine, une aventurière, divorcée. Très proche des nazis qui aurait pu faire basculer. Il a préféré abdiquer pour épouser, comme il l'a dit à l'époque, à la radio, dans son discours d'abdication, la femme qu'il aimait. Et on n'imagine pas aujourd'hui le traumatisme qu'a été cet événement pour la famille royale. Je crois que beaucoup ont vu le fameux film « Le discours d'un roi » qui montre combien l'apprentissage du métier de roi a été difficile pour le père d'Élisabeth II. Et donc, étant donné l'âge qu'avaient ses parents quand son père est devenu roi, très vite, Élisabeth a su qu'elle succéderait à son père et qu'elle serait reine d'Angleterre. Donc, au départ, si vous voulez, elle n'était pas préparée à devenir reine, mais ce drame familial, en quelque sorte, lui a inculqué, si besoin était, ce sens de devoir propre à certains membres de la famille Windsor. Et ça a vraiment été un drame, cet événement, et à l'origine de situations particulières. À l'époque, le père d'Élisabeth, quand il devient le roi George VI, il a peu d'argent, c'est un cadet de la famille royale, et donc il y a une question d'héritage à régler, puisque c'est l'aîné
Édouard VIII qui possède en propre les biens privés, Balmoral, Sandringham, dont on vient de parler. Et George VI n'a pas les moyens de régler cette succession. Et c'est pour la raison pour laquelle le gouvernement va en fait prendre une mesure faisant que le roi n'aura pas à payer d'impôts. C'est parce qu'il n'en a pas les moyens à l'époque. Ce qui a changé il n'y a pas longtemps. Ce qui a changé il n'y a pas longtemps, dans un tout autre contexte. Mais voilà à quoi tenait ce privilège récent du monarque britannique. Le communiqué d'Emmanuel Macron est un peu plus chaleureux que ce qu'on a dit. On en avait simplement les premiers mots. Il dit « Sa Majesté la Reine Elisabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de cœur. » C'est vrai. Qui a à jamais marqué son pays et son siècle. Une reine de cœur. Une reine de cœur, c'est un peu faire référence à la princesse des cœurs, à Lady Di, avec qui les rapports n'étaient pas simples. Par deux fois, hein, il y a eu plusieurs moments, mais c'est vrai que 92, 3 de ses enfants divorcent. Le château de Windsor est en flammes. Ça a été une année horrible, l'annus horribilis pour elle. Elle a tenu. Et 97, la mort de Lady Di, Justine Fressinet en parlait très très bien, où ça a été un caillou dans la chaussure de la monarchie quand même, Lady Di. Et c'est vrai que là, la monarchie a chancé d'un point de vue de l'affection. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle n'était pas à la hauteur de ce que représentait Diana. Elle n'a pas vu à quel point elle était aimée. Donc dire oui, elle est devenue après, mais c'est vrai que vous savez, on pardonne tout aux vieilles personnes. Donc comme elle a vieilli, elle est devenue une grand-mère, elle donne cette impression, mais c'est vraiment quelqu'un de féroce et c'est pour ça qu'elle a tenu jusqu'aujourd'hui. Alors peut-être que vous nous donnez une partie de la réponse, mais je voudrais vous demander à chacun de vous trois, on va bientôt conclure et passer le relais, pourquoi nous, en France, les Britanniques, on le comprend, le Commonwealth, on le comprend, pourquoi nous, en France, nous sommes si fascinés et d'une certaine manière attendris et peut-être même attachés, ou nous étions attachés, il faut parler au passé, à Elisabeth II. Pourquoi ? Mais parce que l'histoire... Mais enfin, c'est 70 ans de règne, elle est là. C'est un un bout d'histoire qui se referme avec elle. Elle a rencontré 5 papes, 15 premiers ministres, 42 tours du monde. Mais elle n'a pas fait l'histoire, elle a accompagné l'histoire. Alors, peut-être que c'est ça qui la rend plus attachante, c'est qu'elle n'a peut-être pas été décisionnaire, mais vous voyez, quand il s'agissait de l'apartheid en Afrique du Sud, elle a quand même un peu bouleversé le protocole. Elle a osé, une espèce de manigance de palais, donner son avis, tenir tête à Margaret Thatcher. Je veux dire, et que on l'a vu, comme son couronnement était en Mondevision, 280 millions de personnes le vivent dans le monde. À partir de là, elle est rentrée dans les foyers. Et effectivement, on a grandi, elle a eu des enfants, ses enfants se sont mariés, ont divorcé. Tout ça accompagne, vous voyez, on s'y habitue. C'est presque naturel d'ouvrir le journal. Et j'avoue que je suppose que la série The Crown, qui a eu un tel succès avant dans la même, caméra, avant même, bien sûr, mais ça, pour les jeunes générations, je pense que ça a joué encore plus. C'est-à-dire qu'elle a rattrapé avec cette série peut-être des jeunes générations qui étaient moins avec elle, mais nous, on la suit. Moi, depuis que je suis née, je connais la reine Elisabeth. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Elle est là. C'est la femme la plus photographiée au monde. C'est exactement. Avec elle, pourquoi alors ? Pourquoi je retiens 2 points. La page d'histoire, bien sûr, qui vient d'être tracée. Et ce que dit le président Macron, le lien particulier avec la France. Elle a toujours eu un lien particulier avec la France. Elle a reçu dans des visites d'État les chefs d'État français à Londres de façon absolument remarquable, en faisant toujours très attention de s'adresser en français à eux, etc. Donc cette attention vis-à-vis de la France globalement qui est importante. Sur la longévité de son règne, juste non pas un cocorico, mais le seul roi qui a vécu plus longtemps qu'elle en étant roi, c'est Louis XIV. Exactement. 72 ans. Notre roi, Louis XIV, a régné 72 ans. Et donc, on voit, autre époque, il était... avec une minorité. Oui, avec une minorité, bien sûr. Mais il avait régné 72 ans. Mais je crois que, à la fois la page d'histoire et le lien particulier avec la France, et puis, il faut bien le dire, une certaine fascination des Français qui sont dans, on dit, une monarchie républicaine pour la monarchie telle que nous l'avons perdue au 19e siècle, au 18e siècle. Et vous, Guillaume, selon vous je rebondirai sur ce que vient de dire Dominique Trinquant, c'est dire qu'il me semble qu'il y a au sein de la société française un goût à la fois pour l'égalité qui va jusqu'à l'égalitarisme et un goût pour les privilèges. Et qu'est-ce qui, dans un régime démocratique, est le plus à même d'établir des privilèges et des distinctions, sinon une royauté. Et effectivement, comme le souligne l'expression de monarchie républicaine, eh bien, les Français, manifestement, sont attachés
à la figure du monarque et quand c'est ailleurs, quand c'est à l'extérieur. La royauté britannique, dans son histoire, dans sa constitution, finalement, est très proche de ce qu'a été la royauté française. Oui. C'est une sorte de nostalgie, c'est vrai. On a coupé la tête de nos rois et on regarde toujours, mais je ne pense pas qu'il y ait une envie, qu'il y ait une royauté en France, mais le fait que ça se passe ailleurs, eh ben pourquoi pas? On aime bien les regarder à la télé, on aime bien que ça se passe chez nos voisins. Et c'est vrai que dans le faste, nous, on l'a, j'allais dire, dans la République, effectivement. Souvent, on oppose la France et l'Angleterre parce que ces nations qui se sont affrontées lors de la guerre de 100 ans seraient finalement condamnées. Et puis, à nouveau, à la fin du 19e siècle, sur fond d'extension des empires coloniaux, seraient condamnés à s'opposer. Et dans un des halls du musée d'Orsay, un des plus beaux tableaux, à mon sens, sur Jeanne d'Arc, c'est un tableau qui a été représenté par un peintre anglais de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle, dont le nom m'échappe évidemment, mais on voit Jeanne d'Arc chevauchant. Enfin, ce tableau est magnifique et il a été réalisé par un Anglais. Donc il me semble qu'il y a quand même, en termes de sensibilité, bien des points communs entre les deux pays, les deux nations. Merci à vous trois. Merci de m'avoir accompagné depuis cette fin d'après-midi avec, je le rappelle, si vous nous rejoignez, il est 20h pile. Élisabeth II n'est plus, elle est décédée paisiblement à Balmoral, dans ce château de Balmoral en Écosse qu'elle aimait tant, où elle passait toutes ses fins d'été avec à ses côtés une grande partie de sa famille, de ses enfants, en particulier le roi Charles. Pour l'instant, en attendant son... règne désormais sur la Grande-Bretagne et le Commonwealth. On connaîtra sans doute son nom. Il reviendra à Londres demain et s'adressera sans doute aux Britanniques. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous allez retrouver Ruth Elkrief et Julien Arnaud. Évidemment, on continue de prendre la mesure de ce qui est en train de se passer chez nos voisins britanniques. Et dans l'immédiat, en attendant de les retrouver, on va retrouver Marie Boéda. Marie, est-ce que vous pouvez nous donner une touche d'ambiance, une tonalité à travers peut-être les médias, à travers ce que vous sentez, vous, dans la rue, de l'atmosphère ce soir en Grande-Bretagne? C'est vraiment exceptionnel. De toute façon, là, tous les médias en parlent. À Buckingham, une foule commence à arriver devant les grilles du château. Et depuis le début de l'après-midi, on en parle, puisqu'il y a eu un communiqué, bien sûr, qui a alerté sur la santé préoccupante de la reine. Donc à partir de là, tout a commencé à basculer. Et aujourd'hui, devant les grilles de Buckingham, on avait des personnes qui étaient déjà en larmes avant que l'annonce soit faite. Maintenant, les drapeaux sont en berne, le pays entre dans une période de deuil national. La reine venait de fêter ses 70 ans de règne. C'était en juin dernier, pendant le jubilé, quelques jours de festivités. Et la population a pu la voir donc une dernière fois. Elle a salué à plusieurs reprises la foule depuis le balcon de Buckingham. Et cet après-midi, toute la famille royale a été appelée à la rejoindre. On sait que le premier était donc Charles, qui est donc son héritier, et que le prince William, son petit-fils, et ses oncles Édouard et Andrew sont arrivés aussi à Balmoral en Écosse, et le prince Harry devrait aussi venir. Merci beaucoup Marie Boéda, en direct de Londres. L'édition spéciale se poursuit. Évidemment, on est ici avec Ruth Elkrief et tous nos invités pour un œil sur le monde comme tous les soirs. Évidemment, édition particulière ce soir parce que vous avez vu ces mots affichés devant le palais de Buckingham. La reine est donc morte en paix à Balmoral ce soir et l'ensemble du royaume, bien sûr. Ruth est en deuil, il y a des réactions dans le monde entier. Oui, c'est l'émotion, bien sûr, pour l'ensemble du Royaume-Uni, mais dans le monde entier, des mots de sympathie ont été envoyés par Joe Biden, par Justin Trudeau, à l'instant aussi par Emmanuel Macron, il y a quelques instants, même par Nicolas Sarkozy, l'ancien président, un très long mot montrant et exprimant la sympathie de la France à l'égard de cette femme hors du commun, de cette souveraine qui a régné pendant 70 ans, qui a unifié et qui a été le ciment de sa nation et qui a également traversé tout un siècle. L'émotion, donc, on va la voir en images parce qu'on va voir autour de Buckingham Palace dans un instant ces Londoniens qui se sont retrouvés devant les grilles et qui ont voulu immortaliser en fait l'instant où les huissiers du Palais Royal ont placardé l'avis officiel de décès de la reine Elisabeth. C'est un moment historique,
une page qui se tourne pour la Grande-Bretagne, pour le Royaume-Uni et pour le monde. Il y a eu ce moment-là, c'est vrai. Il y a eu aussitôt également le site internet de la famille royale dont la page d'accueil a été totalement noire. Et puis cette même phrase, la voici cette page, la reine qui s'est éteinte paisiblement à Balmoral. Christine Chapelle est également avec nous. Abnous Chelmani est resté, ainsi que le général Trinquant et Joël Picon, pour nous aider à comprendre ce qui est en train de se passer, parce que c'est vraiment une page d'histoire qui se tourne. Christine, vous avez été, vous, correspondante au bureau de TF1 à Londres à l'époque, en plus à une époque un petit peu lourde, à l'époque de Lady Diana, vous nous raconterez ça tout à l'heure. Mais d'abord, est-ce qu'on peut avoir, vu d'ici, une idée de l'ampleur de l'émotion qui est en train de se saisir du royaume? Alors, je pense que l'émotion, elle est énorme parce que elle fait partie de la vie des Britanniques depuis 70 ans. Même plus que ça, puisqu'ils ont connu son enfance, les plus âgés. Ils ont vu son père accéder au trône alors qu'il n'était pas destiné à devenir roi. George VI. C'était son frère qui devait être le roi Édouard VIII. Qui a été roi mais qui a abdiqué. Et qui a abdiqué officiellement par amour pour une divorce américaine, officieusement parce qu'il avait un petit peu trop de sympathie pro-nazie. Toujours est-il que Élisabeth ne devait pas être reine au départ. Donc, comme elle était la seule enfant de la famille royale, les vieux Britanniques l'ont vu grandir, ont vu cette toute jeune fille accéder au trône. Et que se passe-t-il ce soir autour d'elle? En ce moment, ils sont à Balmoral, on le rappelle, ça y est, le décès a été annoncé. Il y a toute la famille qui est là. Évidemment, ça fait longtemps que ça ne s'est pas produit, mais est-ce qu'on a une idée de ce qui est en train de se passer en ce moment du côté de Balmoral? On peut penser que si les traditions sont respectées, tous les membres de la famille royale qui étaient présents sont allés s'incliner devant le roi Charles, puisqu'il est désormais le roi Charles, puisque comme en France on disait le roi est mort, vive le roi, en Grande-Bretagne c'est la même chose. Le roi Charles III. Le roi Charles III, ce sera vraisemblablement son titre désormais. Donc, dans ces cas-là, la tradition veut que tous les membres de la famille viennent s'incliner devant lui pour marquer leur gestion. Ce qui est frappant, Joël Picon, c'est qu'il est immédiatement roi ce soir, dès l'annonce officielle du décès de la reine Elisabeth. Il est immédiatement roi. Et comme la reine Elisabeth n'avait été sacrée qu'un an après son accession au trône, le sacre, entre guillemets, l'accession officielle se fera bien après. De toute façon, s'ouvre une période maintenant d'une bonne dizaine de jours dans lesquels toutes sortes de cérémonies officielles sont déjà organisées, déjà prévues. Alors, d'abord, Guillaume Picon, Guillaume mon prénom, je vous en prie. Pardon. Vous êtes historien et on l'a vu, vous a vu depuis 2 heures, vous avez écrit des choses. Donc effectivement, ce que vous venez de nous rappeler, c'est ce principe qui existait aussi, comme vous l'avez également rappelé, pour la monarchie française, c'est le principe d'instantanéité de la succession royale, à savoir que au moment où un souverain décède, la dignité royale, la couronne, se transmet immédiatement à son successeur. Et en France, à l'époque de l'Ancien Régime, comme aujourd'hui en Grande-Bretagne, ce n'est pas le couronnement. En France, on parle de sacre, en Grande-Bretagne, de couronnement. Ce n'est pas le couronnement qui fait le souverain. Et le couronnement a une fonction plus religieuse. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous parlions du couronnement d'Élisabeth II en juin 1953, qui est le premier couronnement d'un souverain britannique à avoir été filmé. Il faut savoir qu'à l'époque, cette question qui nous paraît aujourd'hui très facile à trancher avait fait l'objet de tout un débat. Fallait-il filmer ou non le couronnement? Certains y étaient opposés, comme Winston Churchill. Fallait-il le filmer intégralement ou non? Et en fait, certains moments n'ont pas été filmés, comme l'onction. Alors qu'à l'instant, le roi maintenant. Le roi. Voilà, il va falloir qu'on arrête de dire le prince Charles, mais c'est vrai qu'on l'a tellement appelé comme ça que ça va être difficile. Le roi Charles parle d'un moment de grande tristesse ce soir pour l'ensemble du royaume et pour cette famille qui est réunie en ce moment, Abnous Chelmani. Mais oui, toute la famille est réunie. Je pense qu'ils attendaient que la famille soit réunie autour de la reine pour faire l'annonce. Ce qui est normal. Donc la princesse Anne, la seule fille de la reine Elisabeth, était là. Charles et Camilla étaient là. Et ils attendaient évidemment les 2 fils, Andrew et Édouard. Qui, eux, sont venus seuls, sans leurs épouses respectives.